T'imagines si les réseaux sociaux n'existaient pas? Première idée, il n'y aurait plus de likes, ni plus de validation instantanée, alors la confiance en soi se construirait autrement. Par exemple, dans le cadre des femmes, elles devraient chercher de l'attention selon la bonne vieille méthode. Alors, qu'est-ce que j'entends par bonne vieille méthode? J'entends échange du S contre de l'attention. En fait, avant, pour recevoir de l'attention d'un homme, ou du moins encore aujourd'hui, mais dans une moindre mesure, il faut, pourquoi je dis dans une moindre mesure, je vais y revenir après, il faut que la femme donne accès à son intimité pour que l'homme lui accorde de l'attention tout simplement. Et je dis dans une moindre mesure parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des hommes qui donnent leur attention à des femmes. En fait, c'est juste, comment dire, ces hommes-là sont les amis, mais vraiment les amis. Enfin, ils se font passer pour amis, mais ils espèrent autre chose, hein. On le sait tous, les gars, arrêtez de vous mentir. Dans 99% des cas, ils se font passer pour amis avec la femme, alors qu'ils veulent autre chose. Et la femme, ça lui va très bien parce que elle peut aspirer toute l'attention de l'homme sans rien lui donner en retour, sans lui donner en tout cas ce qu'elle a de plus précieux, c'est-à-dire son intimité. Et encore pire que ça, c'est le concept des plateformes privées. Je ne vais pas les citer, mais je pense que vous savez tous desquelles je parle. Il y en a une, l'abréviation c'est en 2 lettres et l'autre c'est en 3 lettres. Sur ces plateformes privées-là, c'est encore pire. Franchement, je rigole, mais je rigole, c'est un rire un peu jaune, parce que ça me fait profondément pitié. C'est les hommes qui, vraiment, donnent de l'argent, donc ils payent des sommes, pour en plus donner leur attention, pour parler à des femmes, qui d'ailleurs ce ne sont pas des femmes, hein, la plupart du temps, et je vous l'apprends là les gars, au cas où, ceux qui sont en train de payer et de dépenser leur temps, leur argent et leur énergie sur ce type de plateforme en pensant à vous adresser à des femmes, aux femmes, je vous arrête tout de suite, c'est pas des femmes dans 99,99% des cas. Et donc ils payent pour parler à des femmes et en plus il va rien se passer derrière, c'est interdit par les plateformes. C'est pas possible en fait, donc il va rien se passer derrière, vous n'aurez pas accès à l'intimité, donc vraiment les hommes vous êtes perdants sur tous les points, ceux qui font ça. Et c'est pour ça que je disais dans une moindre mesure, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, du moins je l'espère, il y a une majorité d'hommes qui ne font pas ça, c'est-à-dire qui ne paient pas sur les plateformes privées, et donc cela signifie qu'il y a une minorité d'hommes qui, eux, le font, et c'est donc eux, c'est cette minorité-là, la moindre mesure. Mais du coup, j'ai terminé ma parenthèse sur les femmes qui devraient chercher de l'attention selon la bonne vieille méthode. Mais de manière plus large, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se construisent, non seulement eux, mais aussi leur image d'eux-mêmes à travers les réseaux sociaux. Il y a des gens, en fait, ils pensent que d'avoir un certain nombre d'abonnés, ça va leur octroyer un respect universel de la part de tout le monde sur Terre, alors qu'il y a beaucoup de gens, enfin moi, de mon côté 200 000, 3 millions, 5 milliards, 5 milliards d'abonnés, sur les réseaux sociaux, je m'en fous. Enfin, ça va pas changer la manière dont je vais te parler, tu vois. Mais il y a des gens pour qui si c'est vraiment important, ils se construisent à travers ça. Dès qu'ils reçoivent des likes sur des photos, ils sont contents. Voilà, ça leur génère de la dopamine. Pareil pour les abonnements, pareil pour les commentaires, etc., etc. Donc, effectivement, si les réseaux sociaux n'existent plus, il y aura beaucoup de gens qui vont se retrouver en perte de sens, tout simplement. Donc effectivement, si les réseaux sociaux n'existaient pas, il y aurait beaucoup de gens pour qui leur vie serait vide. En fait, il y aurait un grand manque dans leur vie et ils devraient le combler d'une autre manière, que ce soit avec les relations familiales, les relations amoureuses, les relations amicales, les relations interpersonnelles, professionnelles, etc., etc. Deuxième idée, les couples se rencontreraient beaucoup plus dans la vraie vie, donc bars, soirées, associations, etc. J'avais vu une statistique il y a 1 ou 2 ans sur l'origine des couples dans les sociétés modernes. Et il me semble que c'était plus de 50% qui s'étaient formés à partir d'applications de rencontres. Alors je ne sais pas si dans applications de rencontres, ils ont également inclus Instagram, etc. Enfin les réseaux sociaux. Parce que en fait ça se fait beaucoup via Instagram. Alors moi je le fais vraiment pas avec Instagram. Je préfère les rencontres dans le monde réel tout simplement. Mais il y a beaucoup de gens, et je dirais notamment surtout les moins de 24 ans, on va dire, moins de 24, moins de 25 ans, qui en fait font beaucoup de séduction sur Instagram. Donc
C'est souvent les hommes, hein, comme toujours, qui font le premier pas tout simplement. Donc sur Instagram, le premier pas, c'est pas porter son courage à deux mains et aller voir la fille comme dans la vraie vie. Non, c'est juste envoyer un DM, envoyer un DM sur un profil que t'as aimé sur Insta. Bon. Et donc il y a des hommes qui envoient des messages à des femmes sur Instagram, des femmes qui leur ont plu, enfin leur photo leur a plu, ils savent même pas si c'est vraiment elle, ils savent même pas si c'est un fake ou autre, ils savent même pas s'il n'y a pas eu de retouche, mais bon, ils font le premier pas, au cas où ça passe, comme ils peuvent se dire dans leur tête, ils font le premier pas sur Instagram, donc ils passent du temps, voilà, à faire des recherches, à faire des démarches, etc., etc. Mais là, s'il n'y a plus de réseaux sociaux, eh bien, il va falloir retourner à la bonne vieille méthode qui est de porter ton courage, pour pas utiliser un autre terme, pour porter ton courage à deux mains et d'aller voir tout simplement les femmes qui t'intéressent dans le monde réel et de faire preuve de charisme, de tchatch, de rhétorique, de prosodie afin de la charmer oralement dans un premier temps et ensuite, lors d'un rendez-vous ultérieur, cela pourra amener ou non à une complicité, à un acte intime ou non. Ça, cela dépendra de ta performance, mon ami. Donc au niveau du monde physique, il y a des lieux où les événements sociaux seront à privilégier, donc forcément les bars, les soirées et les clubs. Ça, c'est typiquement les endroits où les rencontres sont propices. De mon côté, je ne suis pas un grand fan de tout ce qui est bar et boîte de nuit, puisque en fait, il y a énormément de bruit, donc tu peux pas parler. En fait, juste, ça se joue au physique et la meuf, tu la chopes comme ça, tu vois. Par contre, ce qui est bien, c'est les soirées où là, si la musique est pas trop forte, tu peux parler, etc. Et là, il y a davantage un feeling qui peut se créer. Aussi, donc ça, c'était pour les lieux qui sont vraiment sujets à faire des rencontres, mais il y a également la rencontre dans la vie de tous les jours. Moi, ça me pose absolument aucun problème d'aller tchatcher une meuf à la bibliothèque, à la salle de sport, à la boulangerie. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, dans la rue aussi, ça m'est déjà arrivé dans la rue. Hashtag pas dans la rue, mais vas-y, on s'en fout. Franchement, les gars, si c'est bien fait, il n'y a aucune raison que la femme en face de vous porte plainte. J'ai eu très peu de refus. Honnêtement, j'ai pas fait des statistiques quant à mon taux de succès, mais je pense qu'il est de 90%. C'est-à-dire que sur 10 femmes abordées, 9 ont accepté de me donner leur numéro ou Instagram. Pour celles qui ne voulaient pas, à chaque fois, c'était l'excuse du désolé, j'ai un copain. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Honnêtement, je ne saurais le dire, peut-être que je ne lui plaisais pas tout simplement, mais dans 90% des cas, elle me donnait soit son Insta, soit son numéro de téléphone. Évidemment, évidemment, je précise, c'était le bon, hein, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà les gars, si vous faites les choses dans les règles de l'art, il n'y aura pas de problème, elle ne criera pas à l'harcèlement et c'est avec plaisir qu'elle vous donnera ce contact afin que vous puissiez continuer la relation sur le long terme ou pas. Et donc quand je parle de règles de l'art, évidemment, soyez un minimum soigné physiquement. Moi, je n'abordais une femme que si j'étais un minimum soigné au niveau de mes vêtements déjà. Si j'ai je prends un exemple extrême, mais si j'ai des vêtements troués, même si je vois une femme qui est super belle, évidemment que je vais pas y aller avec mes vêtements troués. Je prends un exemple extrême, j'ai jamais de vêtements troués, mais voilà, c'est pour juste donner une image. Également, si le destin fait que ce jour-là, j'ai un gros bouton sur le visage, tu vois, enfin un truc vraiment dégueulasse qui fait que c'est pas possible, enfin physiquement ça va pas le faire, évidemment que je vais pas y aller non plus, tu vois, je sais que j'ai mes chances qui sont très très basses. Donc un minimum soigné le physique, évidemment. Je vous demande pas non plus d'être un Brad Pitt, mais voilà, il y a un minimum à observer, un minimum de skincare, comme diraient les Anglais ou les Américains. Et donc, ça c'est point de vue de l'apparence, et également, sachez comment vous exprimer. Ayez un minimum confiance en vous, parlez d'une voix forte et distincte, mais non pas non plus agressive. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Je peux pas le résumer là en 30 secondes, une minute sur une vidéo qui parle d'autre chose. Mais tout ça pour dire, les gars, n'ayez pas peur d'aborder dans la vraie vie, tout simplement. Je m'adresse aux gars parce que je suppose qu'il y aura extrêmement peu de femmes qui, elles, aborderont dans la vraie vie. Voilà, parce que c'est le rôle de l'homme. La femme et l'homme sont égaux aujourd'hui, mais visiblement, c'est toujours le rôle de l'homme de faire le premier pas. Troisième idée, les politiciens auraient beaucoup moins de pouvoir de manipulation directe. Donc il y aurait un retour aux affiches, aux journaux, à la télé, à la radio, en fait tous les moyens, tous les médias qui existaient, pas qui existent toujours, mais tous les médias en fait qui existent à l'heure actuelle, sauf les réseaux sociaux.
Parce qu'on peut voir par exemple qu'il y a des youtubeurs, il y a des politiciens qui se lancent sur YouTube, sur TikTok, sur X, sur Instagram aussi dans une certaine mesure, mais je dirais que c'est X en premier, ensuite YouTube et TikTok, et ensuite Instagram. Mais donc ces politiciens-là, ils auraient un relais de communication en moins via lequel propager leurs paroles. Et donc forcément, ils devraient retourner aux médias un peu plus traditionnels, entre guillemets, ce qui, de mon point de vue, serait une situation davantage inégalitaire, puisque aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le monde y a accès, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Alors que les médias, type journaux, radio, télévision, etc., ces médias-là sont toujours la propriété d'une personne ou de plusieurs personnes, et ces personnes-là, suivant leur bord politique, elles peuvent choisir de donner la parole ou non à tel ou tel politicien, et donc cela pourrait provoquer une censure des autres politiciens qui ne partagent pas le bord politique de la personne ayant la propriété de tel ou tel média traditionnel. Après, vous allez me dire que même sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, il y a énormément de censure. Sur X aussi. X, le Twitter France, est vraiment extrêmement censuré. Et vous aurez raison, mais je pense que la censure sur ces réseaux sociaux, elle est quand même moins importante que la censure qu'il peut y avoir sur les médias traditionnels. Donc je pense que si les réseaux sociaux disparaissaient, pour le coup, ce serait quelque chose de négatif pour la liberté d'expression de l'ensemble des politiciens, puisque tous les politiciens ne pourraient pas s'exprimer de la même manière, avec la même justesse, avec la même considération, avec la même équité sur l'ensemble des médias traditionnels. Et donc ce serait une certaine régression pour la liberté d'expression. Quatrième idée, les influenceurs tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existeraient pas, mais on aurait d'autres formes de célébrités locales. Donc en fait, toutes les célébrités type Squeezie, Thibaut InShape, Inoxtag, Joueur du Grenier, Henri Tran, ces célébrités-là n'existeraient plus. Et en fait, les seules célébrités qui existeraient, ce seraient les célébrités qu'on avait à l'époque, type Johnny Hallyday. En fait, toutes les célébrités qui se faisaient connaître via les médias traditionnels. Donc tout ce qui est chanteur, artiste, surtout les acteurs. Donc Johnny Hallyday, Halle Berry, Pierce Brosnan, Daniel Craig, Russell Crowe, Henry Cavill, Chris Hemsworth, toutes ces personnes-là, artistes, chanteurs, etc., dont la seule manière finalement de se faire connaître, ce serait non pas via les réseaux sociaux, mais via les médias traditionnels, donc comme je l'ai dit dans une idée précédente, la radio, la télé, les magazines, etc. Cinquième idée, les fake news circuleraient moins vite ou juste autrement, avec les rumeurs ou le bouche à oreille. Donc les fake news, les fausses nouvelles circuleraient toujours aussi vite d'un point de vue local. Donc les rumeurs et le bouche à oreille, vous savez, quand on entend des histoires de voisinage, etc., ça se propage vite dans les petites villes, souvent dans les petits villages. Mais les grosses fake news, les fausses nouvelles, elles se propageraient, je pense, moins vite. Par exemple, j'avais vu une statistique que les fausses nouvelles sur Twitter circulaient en moyenne 7 fois plus vite que les vraies nouvelles. Donc avec Twitter, donc X, qui est un réseau social en moins, et bien dans ce cas-là, la propagation, ou du moins la vitesse de propagation des fausses nouvelles serait réduite, en tout cas sur Twitter, X. Évidemment, il y aura toujours les radios, les journaux et la télé qui pourront propager de fausses nouvelles, mais le fait est qu'avec les réseaux sociaux, les gens peuvent partager, commenter, etc. Donc s'il y a un article, s'il y a une vidéo qui est en réalité fausse, qui donne une information erronée et qui donc donne une fausse nouvelle, s'il y a cet article-là ou cette vidéo-là qui est publiée et qui est republiée, qui est partagée, etc. par les gens, eh bien cela amène à cette nouvelle, cette fausse nouvelle, de se propager extrêmement vite, alors qu'en réalité c'est une fausse nouvelle, et donc en l'absence de réseaux sociaux, cela diminue la propagation des fausses nouvelles. D'ailleurs que ce soit la propagation des fausses nouvelles ou des vraies nouvelles aussi. Sixième idée, les marques devraient investir massivement dans les pubs télé, journaux et les événements physiques. Donc là, c'est assez simple. Tout le budget qui est actuellement investi dans les influenceurs, donc comme on l'a vu, Thibaut InShape, Squeezie, Inoxtag, etc., tout ce budget-là, pour payer ces influenceurs, eh bien, il sera redirigé tout simplement vers les pubs télé, les journaux, les événements physiques. Et peut-être, qui sait, peut-être
que l'on pourrait voir des pubs dans le ciel. Il y avait eu un débat sur l'autorisation des publicités dans le ciel. Et bien là, s'il y a un certain budget qui est manquant du fait qu'il n'y ait pas les réseaux sociaux et donc qu'il n'y ait pas besoin de payer des influenceurs, peut-être que les agences de publicité créeraient un nouveau poste de dépenses qui seraient donc les publicités à disposer dans le ciel. Parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que dans la rue, il y a déjà énormément de publicités. Que ce soit quand vous allez dans les villes, etc. Peu importe où vous marchez, vous voyez déjà des publicités de partout. Donc si ça se trouve, en fait, c'est déjà la guerre, c'est déjà une concurrence monstre pour les agences publicitaires d'obtenir l'attention des consommateurs. C'est déjà extrêmement compliqué pour eux d'obtenir notre attention. Alors peut-être que s'il n'y avait plus les réseaux sociaux sur lesquels prévoir un budget publicité, eh bien peut-être qu'ils redirigeraient ce budget publicité vers un nouveau poste qui serait les pubs dans le ciel. Septième idée, le temps libre exploserait. Il n'y aurait pas de scroll infini avant de dormir. J'avais vu une statistique qui disait que les moins de 25 ans passaient en moyenne 4 heures par jour sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux. Ça me semble absolument énorme. Comme diraient les boomers, ces jeunes passent vraiment leur temps sur leur téléphone. Et franchement, dans une certaine mesure, ils ont plutôt raison. Donc plutôt que de passer 4 heures par jour à scroll sur les réseaux sociaux, et dans une certaine mesure, je comprends les gens qui sont devenus addicts aux réseaux sociaux car ils sont extrêmement bien conçus, TikTok en tête, pour rendre les gens accros. Et donc, si tu n'es plus addict aux réseaux sociaux car ceci n'existe pas, ça te libère 4 heures par jour. Et avec cela, tu as le temps de faire du sport, 1 heure, 1 heure et demie, c'est très bien. Tu as le temps également de te préparer à manger, etc. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que les gens aient une meilleure santé, un niveau de bonheur plus élevé. Pourquoi je dis qu'ils auraient le temps de faire du sport, de faire à manger, etc. Eh bien, je pense que les réseaux sociaux sont beaucoup plus addictifs que la télé, le journal ou la radio. Et donc, je pense qu'il est beaucoup plus difficile pour une personne lambda de décrocher des réseaux sociaux qu'il ne l'est pour une personne tout aussi lambda de décrocher de la télé, des journaux, de la radio. Dis-toi, les gens sont tellement addicts aux réseaux sociaux que si tu leur réponds pas sous 5 heures, en fait, ils te rayent de ta vie. Petite anecdote perso, mais j'ai raté plein de filles parce que je leur répondais pas sous 5 heures. En fait, elles se disent automatiquement que si tu leur réponds pas sous 5 heures, c'est que t'es pas intéressé. Mais non, en fait, c'est juste que j'ai pas mon téléphone greffé sur ma main, tu vois. Je suis pas comme toi, moi, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie à côté, tu vois. Mon téléphone n'est pas greffé dans ma main, voilà, tout simplement. Huitième idée, les disputes de couple ne viendraient plus des likes ou des DM suspects. Donc je vais prendre la situation typique, c'est celle de l'homme pas très malin, pas très fidèle non plus, qui envoie des DM à d'autres femmes et qui l'intéressent, ou alors qui like les photos des autres femmes, et toi sa copine a vu avec son profil que l'homme avait liké les photos d'une autre femme, soit sa copine est allée fouiller, et c'est pour ça que je dis que c'est la situation typique, est allée fouiller dans le téléphone de son copain et a vu que celui-ci échangeait des DM avec d'autres femmes. Et d'ailleurs, petite note pour toutes les femmes qui fouillent dans le téléphone de leur copain, sachez que ça, c'est répréhensible par la loi. Voilà. Et évidemment, si la femme s'aperçoit que son copain échange des DM avec d'autres femmes ou qu'il like les photos d'autres femmes, évidemment, cela augmente le degré de suspicion. Il y a anguille sous roche, comme on dit. Dans la plupart des cas, on n'échange pas des DM ou on ne like pas des photos d'autres femmes de manière, on va dire, innocente. Aussi, un peu plus tôt, je disais que la situation typique est celle de l'homme qui se fait prendre. Mais ne soyez pas rassurés pour autant, messieurs, car ce n'est pas parce que vous ne prenez pas sur le fait votre copine qu'elle n'a rien à se reprocher. En fait, les femmes en couple sont souvent plus sournoises sur les réseaux sociaux. Enfin, attention, certaines femmes, pas toutes, certaines femmes qui ont des idées d'aller voir ailleurs sont plus sournoises par rapport à leur jeu de séduction sur les réseaux sociaux. Ce qu'elles font en fait, c'est qu'elles créent un deuxième compte, elles créent un troisième compte, elles créent un quatrième compte. Moi, ça, je l'ai vu énormément de fois quand j'étais à l'étranger et qu'il y avait d'autres femmes qui ne venaient pas de ce pays-là. En fait, elles avaient un deuxième Instagram, un troisième Instagram, un quatrième Instagram. Elles avaient leur premier où en gros, elles étaient affichées avec leurs copains. Voilà, ça c'était la version officielle. Mais la version officieuse, c'était qu'il y avait un deuxième Instagram, un troisième Instagram, etc. Et là, elle pouvait ajouter qui elle voulait, liker qui elle voulait, échanger des DM avec qui elle voulait. Et voilà, c'était beaucoup plus simple pour elle de faire ce qu'elle avait à faire, quoi. Donc, ne soyez pas trop naïfs, messieurs.
Une autre anecdote perso par rapport à ça, j'étais au restaurant, j'étais en train de manger et en face de moi il y avait une baie vitrée, donc je pouvais voir les couples qui mangeaient en tête à tête. Et il y avait un couple où l'homme et la femme ne se parlaient pas et je pouvais voir que la fille était sur Instagram et elle était en train de liker elle était en train de liker les photos d'autres mecs plus BG que le mec et j'imagine que c'était son copain avec qui elle mangeait. Donc vraiment littéralement sous son nez, elle était en train de liker les photos d'autres gars sous son nez si je puis dire. Voilà, sans gêne, sans aucune gêne. Donc évidemment que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ce serait beaucoup plus compliqué pour les femmes et les hommes qui veulent voir ailleurs de pouvoir effectivement voir ailleurs. Neuvième idée, les ados n'auraient pas l'angoisse des followers. En fait, j'ai l'impression, parmi les plus jeunes générations, qu'il y a vraiment une pression autour du nombre de followers sur les réseaux sociaux, donc principalement Instagram, mais pour ceux qui créent du contenu un peu plus long, également YouTube. Mais je pense que avant tout, c'est la pression autour d'Instagram et des followers à avoir sur Instagram qui est présente. Notamment, j'avais vu lors d'une émission télé, bon évidemment, durant les émissions télé, ils prennent toujours les plus gros cassos, les plus gros exemples extrêmes, mais bon, ça sera révélateur. Il devait avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Et lui, en fait, il disait qu'il n'adressait pas la parole aux gens qui ont moins d'abonnés que lui. Même ses parents, il me semble qu'il avait arrêté de parler à ses parents parce qu'il considérait qu'il ne lui apportait aucune fame en plus, aucune notoriété en plus. Donc là, c'est vraiment l'exemple d'un gros cassos, c'est-à-dire un gars qui en fait ne te respecte tellement pas, il juge le respect qu'il doit te donner en fonction de ton nombre d'abonnés, et en fonction de ton nombre d'abonnés, il ne te respectera pas à tel point qu'il ne te parlera même pas. Donc voilà, ça c'est vraiment le cas d'un cassos ultime. Mais j'imagine que parmi les ados, il y en a qui ont ce type de réflexion. C'est-à-dire des ados qui vont se comporter pas de la même manière selon que la personne ait 100 000 abonnés sur Insta ou 100 abonnés sur Insta. J'imagine que doit y avoir ce type de comportement. D'ailleurs, c'est un type de comportement que l'on peut voir chez certaines femmes, c'est-à-dire que si en les abordant, elles sont de prime abord un petit peu méfiantes, si on leur demande leur Instagram et qu'elles voient que sur notre Instagram, on a énormément d'abonnés, 100 000, 1 million, etc. Tout de suite, dans le meilleur des cas, ça va les mettre en confiance et donc elles seront plus susceptibles de continuer la relation. Ou, dans le pire des cas, il va y avoir un esprit profiteur qui va se développer. Elle va se dire qu'en se mettant en relation avec l'homme qui a des millions d'abonnés sur Instagram, forcément elle va pouvoir gratter du buzz et donc augmenter sa notoriété sur les réseaux sociaux. Donc, dans une certaine mesure, cette variation du comportement de certains individus en fonction du nombre d'abonnés d'autres individus existe déjà. Et alors, sans les réseaux sociaux, les ados n'auraient pas l'angoisse des followers. Dixième idée, il n'y aurait plus de story. Pour partager ton repas, il faudrait inviter tes potes chez toi ou juste vivre avec les personnes que tu apprécies. Forcément, cela créerait davantage de liens sociaux, étant donné que les stories sont absolument impersonnelles. Moi, je me suis jamais senti socialement connecté avec une personne qui me partage sa story. Le lien social est bien plus fort lorsque tu partages un repas avec quelqu'un que lorsque tu vois simplement son repas via une story. Ça me semble évident de le dire, mais bon, je le redis quand même. Lorsque tu partages un repas avec quelqu'un, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est que tu invites la personne, et dans ce cas-là, il y a une logique de don et de contre-don qui se met en place, c'est-à-dire que tu l'invites une première fois, et la personne se sentira redevable et t'invitera une seconde fois. Donc le lien social perdure. Et ensuite, le deuxième cas de figure, c'est si vous organisez le repas ensemble. Et dans ce cas-là, vous devez vous organiser pour savoir qui achète quoi, qui ramène quoi, et cela aussi permet d'entretenir le lien social. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus intense que simplement une story. Onzième idée, les révolutions politiques récentes, comme le printemps arabe, auraient peut-être été impossibles. Puisque, comme je le disais dans une idée précédente, les fake news, donc les fausses nouvelles, circulent beaucoup plus vite avec les réseaux sociaux. Les vraies nouvelles, les nouvelles tout simplement, circulent également beaucoup plus vite avec les réseaux sociaux. Durant le printemps arabe, l'organisation a été facilitée notamment via les réseaux sociaux, car cela permettait aux informations de circuler bien plus rapidement. Eh bien, s'il n'y a plus de réseaux sociaux, l'information circule plus lentement et alors l'organisation est plus difficile, rendant peut-être les révolutions politiques impossibles. Douzième idée, il serait plus difficile de garder contact avec ses amis à l'étranger.
En fait, on fonctionnerait toujours avec des cartes postales à l'ancienne ou des lettres en papier que tu envoies par la poste. On fonctionnerait toujours avec ça. Donc, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de contacts gardés avec ses amis à l'étranger. Parce que déjà, aujourd'hui, honnêtement, souvent, on n'y pense pas, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, etc. On a toujours une bonne excuse pour ne pas envoyer un message à un ami qu'on a rencontré à l'étranger ou à un ami qu'on a rencontré dans le même pays mais qui maintenant est à l'étranger. On a toujours des amis, voilà, avec qui on a passé du bon temps, des bons moments, etc. Mais voilà, on pense pas à envoyer tout le temps des messages, voilà, parce que c'est comme ça, on est toujours occupé dans le fil, le rush de la vie. Et donc, certains amis, déjà à l'heure actuelle, on les néglige entre guillemets parce qu'on ne prend pas des nouvelles non plus tous les mois ou tous les 6 mois, tout simplement parce qu'on a d'autres choses à faire, on a d'autres choses à penser, etc. Alors que le temps de prendre ton téléphone, de le déverrouiller, de chercher le contact, de taper ce que tu veux lui taper et d'appuyer sur envoyer, ça doit prendre quoi? Allez, 30 secondes maximum. Donc imagine un instant si on devait garder contact via les cartes postales ou les courriers à envoyer. Mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est très improbable parce que ça prend du temps. Déjà, il faut le payer. La carte postale ou le courrier, il faut le payer. Il faut payer le timbre, il faut payer le support, etc. Alors que le message sur WhatsApp ou Instagram, c'est gratuit. Et ensuite, le message ou le DM sur Instagram, c'est instantané. Alors que le courrier ou la carte postale à envoyer, ça va prendre des semaines. Des semaines pour que la personne reçoive ce que tu lui as écrit et des semaines encore pour qu'elle te le renvoie, suivant où elle habite, évidemment. Si elle habite en Suisse alors que toi tu habites en France, évidemment ce sera beaucoup plus rapide que si elle habite en Corée du Sud et que toi tu habites en France, évidemment. Mais donc il faut avouer que les réseaux sociaux ont cette immédiateté et cette gratuité qui permettent de garder contact beaucoup plus facilement avec ses amis lorsqu'ils sont à l'étranger. 13e idée, les théories du complot seraient plus sombres et peut-être plus effrayantes. Car les théories du complot dont l'on entend parler sur les réseaux sociaux sont tout de même, entre grands guillemets, validées par ces réseaux sociaux. Ils les jugent, donc quand je dis ils, je parle des réseaux sociaux, les jugent acceptables, du moins pas totalement délirantes. En fait, si les réseaux sociaux jugeaient ces théories-là complètement délirantes, ou vraiment ça va chercher très très loin, et c'est une menace par rapport soit aux réseaux sociaux, soit au système établi, dans ce cas-là, je pense que les théories du complot ne figureraient même pas sur les réseaux sociaux. Elles ne pourraient même pas être relayées sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit X, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, TikTok, etc. Donc, les réseaux sociaux ont une sorte de filtre. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux, toutes les théories du complot qui sont sur les réseaux sociaux, on peut s'attendre à ce qu'elles soient OK, entre guillemets, à ce qu'elles ne soient pas trop sombres puisqu'elles peuvent être relayées sur les réseaux sociaux. Alors j'insiste, les réseaux sociaux ont vraiment cette fonction de filtre. Il n'y a que les théories du complot pas trop sombres qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Mais si les réseaux sociaux disparaissent, alors dans ce cas-là, il n'y a plus aucun filtre parmi les théories du complot. On peut vraiment tomber sur une théorie du complot de base de type la Terre plate, par exemple, ça c'est une théorie du complot de base. Et ensuite, on peut aller chercher des théories du complot bien bien sombres et il n'y aurait pas les réseaux sociaux pour faire la fonction de filtre entre la théorie du complot de base et la théorie du complot bien bien sombre. On aurait accès de manière indifférenciée à l'une comme à l'autre. Et forcément, on aurait donc accès à des théories du complot plus sombres et peut-être plus effrayantes. 14e idée, les films pour adultes amateurs sur les plateformes privées. La plus connue est abrégée par 2 lettres et la seconde par 3 lettres. Il y en a d'autres, mais on ne va pas toutes les citer. Eh bien, ces films pour adultes-là n'existeraient pas. Pourquoi? Car souvent les femmes qui promouvoient leur contenu sur ces plateformes privées, elles le font grâce aux réseaux sociaux. Ça leur sert de canal d'acquisition. En fait, les réseaux sociaux font partie intégrante de leur tunnel de vente. Et tout simplement, si les réseaux sociaux n'existaient pas, les femmes perdraient un vecteur de trafic immense. Et d'ailleurs, je parle de femmes car dans 95% des cas, ce sont les femmes qui promouvoient leur contenu sur les réseaux sociaux. Donc je reprends, en perdant les réseaux sociaux qui sont un vecteur de trafic immense, il resterait alors les circuits classiques, donc la radio, les journaux, la télé. Mais bon, je ne pense pas que ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux serait accepté d'être publié soit dans le journal, soit à la télé,
et à la radio, ça ne serait pas possible. Donc que ce soit au journal ou à la télé, je pense que ça passerait pas du tout parce que les parents, en fait, ils mettraient le holà directement. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ça passe, entre guillemets, sur les réseaux sociaux parce que la plupart des parents n'ont pas encore pris conscience à quel point c'est pas très bien. On va le dire comme ça, c'est vraiment pas très bien. Disons que ça ne va pas encourager une jeunesse à se développer de manière saine et équilibrée. Je ne pense vraiment pas. C'est pas en passant 4 heures par jour à scroll sur les réseaux sociaux, à regarder vraiment des corps pas très habillés, que tu vas réussir à développer des traits de personnalité qui te permettront d'avancer dans la vie. Je ne pense vraiment pas. Alors, j'en reviens à l'idée que des films pour adultes sur les plateformes privées n'existeraient pas. Cela permettrait d'ailleurs d'éviter de créer pléthore de futurs psychopathes. Car comme je l'ai dit dans une idée précédente, il y a énormément d'hommes qui dépensent leur argent pour dépenser leur temps, à dépenser leur énergie pour parler à des femmes. Enfin, ils croient qu'ils parlent à des femmes, mais en réalité, ils ne parlent pas du tout à des femmes. Ils parlent à des hommes qui se font passer pour la femme, qui ont adopté la manière de parler de la femme. Mais ce n'est pas à la femme qu'ils parlent, c'est en réalité à un homme. L'homme qui paye est convaincu d'avoir une relation avec une femme qui est sur une plateforme privée, alors que la femme qui est sur la plateforme privée ne sait même pas que l'homme existe. Et ça, en termes de relations parasociales, je pense que c'est le summum. L'homme est convaincu d'une réalité qui n'existe que dans sa tête. Pour moi, ces plateformes privées, elles vont créer des psychopathes. Dans 5 ou 10 ans, on va entendre de ces histoires autour de ça. 15e idée, les souvenirs, que ce soit les photos ou vidéos, seraient beaucoup plus privés et intimes. Tout simplement puisqu'il n'y aurait plus de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, etc., pour partager tes souvenirs. Mais ces souvenirs seraient aussi plus difficiles à conserver. Moi, par exemple, il m'arrive parfois de mettre une photo sur Instagram et de la supprimer de mon téléphone en me disant que ce n'est pas grave puisque la photo est hébergée sur Instagram. Mais imaginons, je mets la photo sur Instagram, je la supprime de mon téléphone, mais pour une raison ou une autre, Instagram décide que cette photo est contre leur charte d'utilisation et décide de supprimer ma photo. Et bien dans ce cas-là, j'aurais perdu ma photo, bêtement. Donc, ce serait à double tranchant en réalité. Oui, ce serait plus privé et intime, mais d'un autre côté, ce serait aussi plus difficile à conserver. D'ailleurs, je dis que c'est à double tranchant, mais pour certaines personnes qui vivent de leur image, ce serait pas juste à double tranchant, ce serait 2 points négatifs. C'est-à-dire que d'un côté, les photos et vidéos, ils ne peuvent pas les publier, donc ils ne peuvent pas se faire connaître et vivre de leur image, donc c'est un point négatif. Et en plus de ça, c'est difficile à conserver, donc 2e point négatif. 16e idée, les célébrités auraient plus de distance, entre guillemets, il y aurait moins de stories et plus de mystère. C'est vrai que les réseaux sociaux permettent une certaine proximité avec les célébrités. D'ailleurs, il y a un nom pour cela, c'est ce qu'on appelle les relations parasociales, où l'on a l'impression de connaître une personne célèbre, mais en fait, cette personne célèbre ne nous connaît absolument pas. Et cette tendance des relations parasociales a évidemment été augmentée avec les réseaux sociaux, car ils permettent vraiment d'amener le spectateur dans notre vie privée. On peut vraiment filmer tout et n'importe quoi. La célébrité pourrait se filmer aux toilettes, en train de manger, en train d'avoir une dispute, d'avoir un moment intime avec une autre personne, de jouer aux jeux vidéo, de prendre le train, de pleurer devant un film émouvant. Vraiment, la célébrité peut inclure le spectateur dans sa vie de tous les jours. Ce qui n'était pas nécessairement le cas avec la télé, la radio ou les journaux. À la télé, par exemple, il y a toujours un cadre à respecter. On n'est pas dans la vie privée de la célébrité. La télé n'est pas là en train de filmer la célébrité en train d'être aux toilettes. Il y a toujours une certaine distance dans la télé, dans la radio et dans les journaux, une certaine distance de la célébrité par rapport au spectateur, distance qu'il n'y a plus avec les réseaux sociaux. Alors je parlais des relations parasociales juste avant. Oui, il y en avait, on pouvait voir, notamment avant l'apparition des réseaux sociaux, des femmes qui étaient complètement hystériques lorsqu'une star de rock ou de pop ou peu importe de jazz apparaissait, elles devenaient complètement hystériques. Donc ça c'est vraiment typique d'une relation parasociale où elle a fait tellement une construction idéalisée de sa célébrité que vraiment elle perd tout sens de contrôle lorsqu'elle voit sa célébrité favorite. Mais encore une fois, je pense que ce type de réaction a eu tendance à augmenter avec l'apparition des réseaux sociaux car ils ont réduit la distance entre la célébrité et le spectateur. 17e idée, les mouvements sociaux comme #MeToo, #BLM, etc. n'auraient peut-être pas eu la même ampleur.
De nouveau, je renvoie par rapport à une idée précédente où je disais que les fake news, les fausses nouvelles circulent plus vite avec les réseaux sociaux. Eh bien, également, les vraies nouvelles circulent plus vite et permettent à des mouvements sociaux de se propager plus vite. Donc ces mouvements sociaux n'auraient peut-être pas eu la même ampleur sans les réseaux sociaux. Par exemple, s'il y a une manifestation à organiser, c'est bien plus simple de l'organiser avec WhatsApp ou Instagram en créant des groupes plutôt que d'envoyer des courriers par la poste à 20 000, 100 000 personnes. Voilà, c'est beaucoup plus simple avec les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus rapide. 18e idée, les réseaux d'arnaque, que ce soit la crypto ou le dropshipping abusif ou d'autres, seraient bien moins visibles. Car ces réseaux d'arnaque passent souvent par les réseaux sociaux pour promouvoir leur activité. Je commence par le dropshipping abusif parce que c'est le plus simple. Tout simplement, il y a un influenceur avec une communauté et cet influenceur décide de vendre des produits de mauvaise qualité, consciemment ou non, à sa communauté et lui, il touche un énorme chèque de la part du dropshipper qui lui-même gagne encore plus d'argent que l'influenceur en ayant fait d'énormes marges sur des produits qu'il aura achetés à faible coût et qu'il aura revendus à prix d'or. Ça, c'est le cas du dropshipping abusif. Je précise bien abusif parce qu'il peut aussi y avoir du dropshipping éthique. Ensuite, il y aurait les influenceurs crypto. Donc eux, ils ont plusieurs moyens pour gagner de l'argent. Le premier moyen, c'est avec leur lien d'affiliation. C'est simple, tu regardes un influenceur crypto, il te donne un lien pour t'inscrire sur une plateforme et à chaque fois que tu achètes ou que tu vends telle ou telle crypto, eh bien lui, il gagne une commission dessus. Le deuxième moyen, ce serait s'il est payé par un chef d'un projet d'une crypto ou un chef de projet d'une plateforme crypto pour mettre en avant le projet crypto ou la plateforme crypto. Et dans ce cas-là, il est payé là aussi un joli montant. Et enfin, le troisième moyen, c'est si jamais il parle d'une crypto en particulier pour la faire pump and dump. Donc pump, c'est la phase qui monte et dump, c'est la phase qui descend. Donc c'est très simple, l'influenceur aurait acheté une crypto, ensuite il en parle sur sa chaîne, le cours de cette crypto augmente puisqu'il y aurait sa communauté derrière qui pousserait le prix à la hausse. Et une fois que le prix a suffisamment augmenté, et bien dans ce cas-là, l'influenceur peut tout revendre alors qu'il avait acheté, je sais pas moi, à 10 $, il revend tout une fois que ça a atteint 100 $ et il aura fait un x10 sur sa somme initiale. Voilà notamment les moyens les plus courants pour un influenceur crypto de gagner de l'argent. Et donc, si les réseaux sociaux n'existaient pas, évidemment que les réseaux d'arnaque, donc là j'ai parlé de la crypto ou du dropshipping abusif, mais il y en a d'autres, eh bien ces réseaux d'arnaque-là seraient bien moins visibles et ne pourraient pas aussi bien fonctionner. 19e idée, les gens passeraient beaucoup plus de temps dehors, que ce soit dans les parcs, les cafés ou les associations. Car s'ils n'ont plus 4 heures par jour à passer à scroll sur les réseaux sociaux, eh bien ils peuvent passer plus de temps dehors. Et en plus, ça ferait davantage tourner les économies locales, car les gens en sortant consommeraient la plupart du temps. Ça va bien de juste marcher 5 minutes dans un parc, il y a un moment où on veut quand même s'occuper, faire un bowling, regarder un film au cinéma, manger dans une bonne crêperie, ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a certaines villes qui sont vides et vraiment c'est une tristesse. Je me dis que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ces villes-là seraient un peu plus animées. 20e idée, la solitude serait vécue différemment, il n'y aurait pas de faux sentiments de connexion par écran. Donc comme j'en ai parlé dans une idée précédente, aujourd'hui il y a des relations parasociales qui sont exacerbées avec l'apparition des réseaux sociaux. Avant, il y avait également ce type de relations parasociales avec la télé, les journaux et la radio. Donc sans les réseaux sociaux, ce n'est pas qu'il n'y aurait pas de relations parasociales, mais qu'il y aurait du moins de relations parasociales. Car comme je l'ai dit, il y avait déjà des relations parasociales avec les médias traditionnels. Également, cela entraînerait moins de solitude car les gens passeraient plus de temps avec leur véritable cercle social, leur famille, leurs amis, leur amour. Je pense vraiment que les réseaux sociaux nous ont éloignés, dans une certaine mesure, des membres de notre cercle social. 21e idée, la politique mondiale serait dominée par la télévision et la presse écrite. Il y aurait alors plus de gens qui liraient les journaux, alors les journalistes pourraient continuer de faire un véritable travail de journaliste. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui j'ai l'impression que la plupart des journalistes, en fait, ils cherchent à faire des clics, ils cherchent à faire des vues plus qu'autre chose. Ils ne cherchent pas réellement à produire un véritable travail de recherche journalistique sur un sujet donné et à donner la vérité surtout
Pour moi, c'est ça le plus important du travail de journaliste, c'est de donner la vérité, objective, à 100%. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart des journaux, et c'est pour ça que les gens s'en sont désintéressés aujourd'hui, mais qui lit les journaux sans déconner? Les journaux écrits là? Qui lit ça? C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que les journalistes ne font plus du tout un travail de recherche de vérité. Et c'est pour ça que les gens les ont abandonnés, parce qu'ils s'en sont rendus compte. Ils se disent pourquoi je vais payer pour lire un travail qui est soit mal fait, soit biaisé, soit mal fait et biaisé. Ça n'a aucun sens. Donc évidemment qu'en l'absence de réseaux sociaux, il y aurait davantage de gens qui continueraient de payer pour lire les journaux, et dans ce cas-là, peut-être que les journalistes auraient toujours le même sens moral. Je dis tous les journalistes, puisque aujourd'hui la plupart ont perdu ce sens moral, mais je pense qu'il y en a toujours qui ont un certain sens moral de devoir donner la vérité au lecteur, mais dans ce monde sans réseaux sociaux, il y aurait donc davantage de lecteurs qui continueraient de lire les journaux, et donc davantage, je pense, de journalistes qui auraient ce sens moral de devoir donner la vérité au lecteur. Et la situation est également transposable à la télévision et à la radio. 22e idée, les tendances, que ce soit dans la mode, la musique, les mèmes, etc., prendraient beaucoup plus de temps à se répandre. Comme je l'ai dit dans une idée précédente, les fausses nouvelles circulent plus vite, de même que les vraies nouvelles. Les informations circulent plus vite. Et dans ce monde-là, sans les réseaux sociaux, forcément, les informations ne circuleraient pas aussi vite qu'à l'heure actuelle. Et donc, il y aurait des phénomènes de tendance qui n'apparaîtraient pas. Je peux donner un exemple récent, c'est celui de la Hack to a Girl. J'espère pour votre intégrité psychologique que vous ignorez qui est cette Hack to a Girl, mais forcément, sans les réseaux sociaux, cette Hack to a Girl n'aurait jamais pu exister. Est-ce que cela aurait été bien ou mal? Je vous laisse débattre de ça dans les commentaires. 23e idée, les applications de rencontres seraient impossibles. Il y aurait alors un retour au speed dating, aux rencontres IRL dans la vraie vie. Les rencontres seraient plus authentiques car il est plus difficile de mentir sans être démasqué dans la vraie vie. En fait, avec les réseaux sociaux, tu peux facilement mentir, vu que tu as juste à envoyer un texte, entre guillemets. Tu peux aussi faire des vocaux, des vidéos, etc. Mais en réalité, le texte suffit et c'est très simple de mentir avec un texte. Alors que mentir dans la vraie vie, cela demande davantage de maîtrise, puisque tu as ton langage non verbal qui va te trahir. Et ça d'ailleurs, ce serait un double point positif du fait de l'inexistence des réseaux sociaux. Le premier point, comme je viens de le dire, c'est que tu ne peux plus mentir, et ça pour moi c'est positif. Et le deuxième point, c'est que tes messages à l'écrit ne peuvent plus être sujets à une mauvaise interprétation. En fait, quand tu écris par message, par texte, il y a énormément de sens que tu ne peux pas véhiculer par ton langage non verbal, du sens que tu véhicules normalement lorsque tu parles avec une personne en face à face. Là, juste avec du texte, ce sens, ce sous-sens-là ne peut pas être véhiculé. Des choses qui ne peuvent pas être dites, mais qui sont implicitement dites dans ta manière de te tenir, de te comporter, d'être. Et forcément, s'il n'y a plus la possibilité d'écrire du texte, on laisse place au réel, où là, les erreurs d'interprétation ne sont plus possibles, car il n'y a plus de texte. Enfin, il y a toujours la possibilité d'envoyer des cartes postales ou du courrier postal, mais honnêtement, autant faire des rencontres en face à face, et donc cela permet d'avoir une meilleure appréhension du sens donné aux mots. 24e idée, il y aurait moins de comparaisons toxiques avec des vies parfaites mises en avant. Sur les réseaux sociaux, les gens publient ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent montrer, la plupart du temps, c'est le meilleur côté de leur vie. Donc forcément qu'il y a certains comptes sur lesquels on a l'impression qu'ils ont des vies parfaites. Mais en réalité, on ne connaît pas ce qui se passe derrière la caméra. En apparence, ces personnes-là ont des vies parfaites, mais si ça se trouve, c'est loin d'être le cas. Mais quoi qu'il en soit, les gens se comparent avec des personnes qui ont en apparence des vies parfaites. Eh bien, sans les réseaux sociaux, cela pourrait entraîner probablement une meilleure santé mentale, puisque les gens, en se comparant, disent qu'ils n'ont absolument rien accompli dans leur vie et se sentent minables. Et forcément, ils peuvent avoir un sentiment de dépréciation de leur valeur lorsqu'ils se comparent en permanence avec des gens qui sont au sommet. Je pense que ce n'est pas suffisant de dire que cela pourrait entraîner une meilleure santé mentale de la part d'une grande majorité de la population, mais je pense que cela entraînera
une meilleure santé mentale de cette population. 25e idée, les parents ne pourraient pas stalker leurs enfants en ligne. Là, c'est assez simple, il n'y aurait pas le support pour permettre cela, à savoir les réseaux sociaux. L'alternative à laquelle on pourrait penser, c'est les médias traditionnels. Si leurs enfants sont des célébrités, et bien dans ce cas-là, ils pourraient toujours apprendre les petits potins, entre guillemets, que ce soit à la radio, sur les journaux ou à la télé. Ils pourraient apprendre ces potins sur leurs enfants via ces médias traditionnels, à condition que ce soit des célébrités. 26e idée, les guerres d'opinion sur les mesures sanitaires, sur le climat, etc. seraient beaucoup plus lentes et moins visibles. Comme je l'ai dit dans une idée précédente, les informations, que ce soit les fausses nouvelles ou les vraies nouvelles, circulent plus rapidement avec les réseaux sociaux. Alors, sans les réseaux sociaux, ces informations circuleraient bien plus lentement. Alors, les guerres d'opinion seraient elles aussi plus lentes. Également, ces guerres d'opinion seraient moins divisibles car les réseaux sociaux ont tendance à polariser les gens. Les gens sont de plus en plus extrêmes. Ils sont très homogènes dans leur groupe d'appartenance, mais ils sont très hétérogènes par rapport au reste de la société. Par exemple, les punks à chiens, que vous ayez en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, les punks à chiens ont toujours la même allure. Est-ce qu'ils se sont concertés entre eux? Est-ce qu'il y a un espèce d'organisme mondial des punks à chiens pour définir quel doit être le style d'un punk à chien, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou en Australie? C'est vraiment curieux de remarquer ça, mais ils ont vraiment toujours la même allure. Ils n'ont pas la même ethnie, ils parlent pas la même langue, ils n'ont même pas la même religion, mais ils ont la même allure. Ça, c'est le cas typique d'un groupe social où les membres sont très homogènes entre eux, mais dont le groupe social, à savoir les punks à chiens, sont très hétérogènes par rapport au reste de la société. Et cela, cette polarisation des gens, s'est permis avec les réseaux sociaux, car l'algorithme de tel ou tel réseau social détectera si tu apprécies ou non tel ou tel contenu, et si tu l'apprécies, il va continuer de t'en montrer encore et encore et encore, et c'est comme ça qu'on arrive à des polarisations extrêmes où les gens vraiment ne peuvent plus débattre. Alors, sans les réseaux sociaux, les guerres d'opinion seraient plus lentes, moins visibles et moins divisibles. 27e idée, les souvenirs d'enfance ne seraient pas postés. Alors, ton intimité resterait vraiment privée. C'est vrai que parfois je tombe sur des comptes, Instagram par exemple, d'influenceuses qui sont issues de télé-réalité. Et ces femmes, parfois, elles ont des enfants qu'elles décident d'afficher partout sur Instagram. Mais des enfants en bas âge qui ne se rendent pas encore compte qu'on est en train de prendre une photo d'eux qui va rester ad vitam aeternam sur Internet. Et donc ces enfants dont la photo est prise, sur le moment, ils ont l'air tout contents de poser pour la caméra, mais j'ai toujours cette pensée de me dire qu'est-ce qui va se passer dans 5, 10, 15 ans où l'enfant aura pris conscience de son image et qu'il ne voudra pas l'exposer autant sur les réseaux sociaux. Ce sera déjà trop tard. Une fois que c'est publié, oui, tu peux faire sur ton compte Instagram supprimer la photo, mais en réalité, Internet n'oublie rien et il est toujours possible de retrouver une photo qui a été publiée, même si tu l'as supprimée il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et donc pour ces enfants dont l'image a été publiée sans consentement par leurs parents sur les réseaux sociaux, eh bien, que vont-ils penser de leurs parents s'ils souhaitent que leur image n'eût jamais été publiée sur les réseaux sociaux? Je ne peux pas m'empêcher de me dire que certains enfants vont développer une certaine rancune envers leurs parents pour avoir ainsi divulgué leur image sur les réseaux sociaux. 28e idée, et toi, t'imagines si les réseaux sociaux disparaissaient aujourd'hui? Est-ce que tu serais soulagé ou complètement perdu? Dis-le moi en commentaire.